Eh bien, je vais vous parler effectivement de l'usage des outils numériques vu par un... Ah. Est-ce que c'est mieux là? Oui. Je vais être obligé de me pencher un peu. De l'usage des outils numériques vu par un neuroscientifique ou un psychologue expérimental. Et donc, ce qui nous intéresse dans notre travail, dans notre réflexion, ce sont les changements cognitifs et cérébraux qui sont induits par ces nouvelles technologies. J'ai focalisé sur l'écriture et la lecture numérique parce que c'était plus dans la thématique du colloque. Et je vais parler donc d'abord de l'écriture et puis secondairement de la lecture. Et je remercie donc les Bernard Van Maal, et Joël et tous les collègues responsables du projet Erasmus+, de me donner l'occasion de présenter notre travail, notre réflexion. Au passage, je prierai aussi ceux qui étaient à Saint-Raphaël au mois de mars dernier de m'excuser parce que je vais représenter grosso modo la même conférence. Il y a eu quelques évolutions depuis lors, mais pas de manière très très fondamentale. Donc l'écriture. Évidemment, comme vous le savez tous, et comme ça a été évoqué précédemment, l'écriture a changé aujourd'hui. On écrit beaucoup, mais beaucoup moins avec un crayon et un papier. On écrit de plus en plus avec des outils. Au début, c'était des claviers. Maintenant, c'est devenu des téléphones, tout un tas de smartphones, etc. Et la constatation qu'on a pu faire, c'est qu'il y a de moins en moins d'adultes qui écrivent à la main. Et donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est finalement, puisqu'on n'écrit plus à la main, est-ce que c'est toujours judicieux et légitime d'imposer à nos enfants plusieurs années d'apprentissage de l'écriture manuscrite? C'est long d'apprendre à écrire à la main, c'est difficile. Pour un certain nombre d'enfants, c'est une situation d'échec. Donc la question se pose. Aujourd'hui, elle se pose de manière accrue. Quand on a commencé à poser cette question, à s'intéresser à ça, c'était à la fin des années 90, quand je faisais une présentation comme ça en disant « Imaginons que demain, un ministre de l'Éducation nationale en France, un petit peu plus zélé que les autres, décide tout d'un coup que finalement, on va directement apprendre à écrire au clavier à l'école. » Bon, je voyais bien, ça suscitait beaucoup de sourires dans l'assistance. Les gens disaient « Oui, c'est de la science-fiction ». Et puis finalement, si vous avez suivi l'actualité de ces dernières années, c'est comme souvent, la réalité a rejoint la fiction, et on en est un peu là quand même. Donc en termes de neurosciences cognitives, qu'est-ce que ça pose comme question? Ça pose deux questions sur lesquelles dont je vais parler aujourd'hui. La première, c'est le rôle perceptif et cognitif de la motricité, parce que quand on écrit avec un clavier, ou avec un smartphone, évidemment, on n'écrit plus du point de vue moteur de la même façon qu'avec un crayon. Et puis la seconde, c'est celle de la représentation cérébrale du langage écrit. Une question qui est importante et sur laquelle il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à comprendre et à découvrir. Le rôle perceptif et cognitif de la motricité. Eh bien, bon, comme on le sait tous, la motricité, ce sont des muscles, ce sont donc des nerfs qui actionnent les muscles et le cerveau qui envoie des ordres aux muscles. Bref, c'est fait pour bouger. Ce qu'on sait moins, c'est que dans nos muscles, il y a énormément de capteurs sensoriels, comme dans tout notre corps, de manière générale. C'est que chaque fois qu'on bouge, on renvoie à notre cerveau tout un tas d'informations sur les mouvements qu'on a faits. Et c'est l'aspect sensorielle ou de la motricité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle plutôt de sensorimotricité au sens large. Et ces capteurs sensoriels, ils façonnent de façon très très forte notre cognition. Et c'est là qu'il y a eu un petit changement, parce que quand j'étais étudiant, par exemple, en neurosciences, on nous apprenait qu'il y avait la motricité d'un côté, avec une partie du cerveau qui était... Est-ce que vous voyez la flèche? Non. Ah oui, ça va. Donc une partie du cerveau qui est en rouge sur ce schéma, qui était plutôt en bleu sur ce schéma, qui était la partie motrice, et puis séparé par un sillon, un gros sillon, le plus gros du cerveau certainement, qu'on appelle le sillon central, et puis en rouge sur ce schéma,
il y avait une partie du cerveau qui était la partie sensorielle, et il y avait une claire séparation entre les deux. Et puis donc, quand on regardait sur la partie, à la fois sur la partie motrice, sur la partie sensorielle, il y avait une cartographie assez précise du corps humain qui tenait compte évidemment du rôle de chacun des organes. Comme vous pouvez le voir, toute la motricité et la sensorialité liée à la face, à la langue, est super développée par rapport à la motricité, par exemple, des membres inférieurs. Et donc cette séparation, elle allait bien avec la séparation classique qu'on a toujours faite, la dichotomie entre l'action et la perception et la cognition. Et d'ailleurs, là, j'ai reproduit le livre de philosophie que moi-même j'avais quand j'étais en terminale, et qui était séparé en 2 tomes. Le premier tome était l'action, et le second tome, la connaissance. Comme si ça allait de soi que l'action et la connaissance étaient séparées. Comme si on pouvait avoir des connaissances sans action et des actions qui n'engendrent pas des connaissances. Ce point de vue que je caricature un petit peu, mais qui était un petit peu comme ça, assez dichotomique, il a changé. Il y a déjà, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de philosophes, il avait déjà changé il y a longtemps, mais dans notre communauté est apparue ces 30 dernières années une notion très importante sur laquelle je vais un petit peu insister, qu'on appelle la cognition incorporée ou la cognition incarnée, embodied cognition en anglais, qui dit quoi dans les grandes lignes? Elle dit: il n'y a pas de cognition qui ne soit pas enracinée fortement dans le corps. C'est le corps qui est à la base de la grande partie de notre cognition. Excusez-moi. Et donc, pour résumer ça, c'est ce qu'on appelait la théorie motrice de la perception. Qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie? Elle dit que quand vous voyez ces objets, par exemple la bicyclette ou la souris ou la tasse qui est là, vous percevez des attributs de ce qui définissent ces objets, leur forme, leur couleur, leur mouvement éventuel, leur température, leur poids, c'est possible, mais leur poids que vous imaginez, une bicyclette, ça ne peut pas peser autant qu'une souris d'ordinateur. Mais pour les objets la grande majorité des objets qui sont des objets manipulables, vous avez une évocation simplement en les voyant des mouvements qui sont associés à leur utilisation. Et par exemple, quelqu'un qui fait du vélo tous les jours ne perçoit probablement pas la bicyclette, ne voit pas ou n'a pas la même représentation à la vision de la bicyclette que quelqu'un qui n'est jamais monté sur un vélo. De la même manière, cette souris d'ordinateur, elle est orientée pour être prise avec la main droite. Donc pour quelqu'un qui est gaucher et qui utilise la souris avec sa main gauche, elle n'est pas exactement dans la bonne orientation. La tasse, et c'est la même chose. Elle a la anse à droite, et donc elle est faite, elle est telle qu'elle est posée là pour être prise avec la main droite. Et depuis longtemps, donc, pour certains philosophes et scientifiques, la perception même, c'est de l'action sous-jacente. Donc il y a des processus moteurs implicites qui accompagnent et participent à la genèse de nos perceptions. Et donc, déjà, Bergson disait en 1939, « Reconnaître un objet usuel consiste surtout à savoir s'en servir. Mais savoir s'en servir, c'est déjà esquisser les mouvements qui s'y adaptent. » Ensuite est venu, bon, je ne vais pas faire l'historique, ce serait trop long, la notion d'affordance de Gibson en 1979. Et puis, donc, comme je vous le disais, la notion de cognition incarnée qui est maintenant à jour. Alors, comment ça se concrétise, ça? Donc, pour les objets manipulables, il y a eu un très beau travail qui a été publié au tout début des années 2000 par des collègues américains et qui ont demandé à des sujets, des adultes droitiers, de regarder des images, et ils ont fait ça dans une IRM fonctionnelle. Donc je vous présenterai après un peu plus dans le détail ce que c'est qu'une IRM fonctionnelle. Donc c'est une machine qui permet de voir le cerveau, mais pas uniquement le cerveau de façon statique. Ça permet de suivre les activations cérébrales qui sont mises en jeu quand on pense, quand on agit. Et donc ils ont présenté à ces sujets 4 types d'images. Les premières, c'était des outils. Donc là, c'est un marteau, un exemple. Les secondes, c'était des paysages. Les troisièmes, c'était des animaux. Et les dernières, des visages. Et ils ont regardé, tout simplement, ils ont dit au sujet, ne bougez surtout pas, regardez simplement ces objets. Et ils ont constaté que quand les sujets regardaient les outils, donc la première catégorie d'images, on voyait s'activer dans le cerveau de ces sujets, donc les 2 représentations de cerveau que vous avez, ce sont 2 coupes, si vous voulez, de cerveau vues de dessus, donc à 2 niveaux
à deux hauteurs différentes. Et ils ont vu s'activer en couleur, ce que vous voyez, dans des zones qui sont normalement des zones dédiées à la motricité, c'est-à-dire des zones qui sont mises en jeu quand on bouge. Là, les sujets ne bougeaient pas. Néanmoins, quand ils regardaient des outils, ces zones motrices s'activaient. Et donc, les auteurs en ont tiré la conclusion que quand nous, humains, nous regardons des outils que nous savons manipuler, il y a une réactivation des processus moteurs sous-jacents, alors qu'il n'y a pas réellement de mouvement. Donc, une espèce de simulation, si vous voulez, de l'action. Donc, ils ont donc conclu là-dessus en disant qu'il y a une représentation cérébrale des objets qui est une représentation qui repose sur un réseau qui est distribué sur plusieurs régions, des régions visuelles, mais aussi des régions motrices. Et pour les droitiers, ce sont des régions qui sont situées dans le cortex. Alors, je ne vais pas préciser ça, mais les zones qui s'activent sont dans la partie gauche du cerveau, dans l'hémisphère gauche. Et, comme vous le savez peut-être, c'est la partie gauche du cerveau qui est responsable de la motricité droite chez les droitiers. C'est plus compliqué chez les gauchers, mais donc là, c'était cohérent avec le fait qu'il y a une réactivation de mouvement de la main droite. Et tous les sujets étaient droitiers. Donc, la conclusion, c'est que notre capacité à identifier ces objets, elle pourrait dépendre de l'activation de ces aires sensorimotrices. Et il y a des données cliniques qui vont dans le même sens, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, la question qu'il y a derrière, c'est les interactions avec les outils numériques, elles ont une caractéristique sur laquelle je vais insister aujourd'hui. Elles changent les mouvements que l'on produit et, en général, elles les changent dans le sens d'une réduction. C'est-à-dire que une des vertus, si on peut dire, en tout cas un des avantages des outils numériques, c'est que ça permet à l'humain de moins dépenser d'énergie. Donc ça réduit son interaction ou son action motrice, en général. Alors maintenant, venons-en aux caractères, puisqu'on s'approche de la lecture. Les caractères sont des objets particuliers, ce ne sont pas réellement des objets, ce sont des signes. Mais ces signes, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont très fortement reliés à un mouvement. C'est-à-dire que quand on sait écrire, chacune de ces lettres, elle est liée au mouvement qu'on sait produire. Et ces mouvements d'écriture, ils n'ont pas toujours été ceux que l'on connaît aujourd'hui. Donc là aussi, je ne vais pas faire l'historique de l'écriture parce qu'il nous faudrait plusieurs jours pour ça. Néanmoins, juste pour vous rappeler, la première écriture dont on a retrouvé des traces, c'est cette écriture qui provient de Mésopotamie, les fameuses tablettes d'argile sur lesquelles on retrouve ces traces de transactions, on va dire, commerciales, d'échanges commerciaux, ou supposait-elle, entre les individus. Eh bien, pour écrire sur ces tablettes, l'argile était fraîche, on utilisait des calames, des roseaux biseautés qui avaient des formes données, et il suffisait d'imprimer, d'appuyer avec le roseau un roseau d'une certaine forme pour laisser la trace écrite dans l'argile. Ensuite, on faisait cuire les tablettes, et on pouvait conserver comme ça les traces de ces transactions. Et c'était très durable, puisqu'on en retrouve encore aujourd'hui, alors que je ne suis pas sûr qu'on retrouvera des traces d'écrits de nos écrits actuels dans quelques milliers d'années. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de temps, et puis l'écriture a changé. Dans les années 60 est apparu le stylo à billes, donc les plus âgés d'entre nous s'en souviennent. On est passé, donc à un moment donné, on est passé de la plume au porte-plume, ce qui changeait déjà assez fortement les choses. Et puis, donc, du porte-plume au stylo, et là, ça a été une mini-révolution, d'ailleurs, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, puisque à l'école, fini l'apprentissage fastidieux des pleins et des déliés, le passage du stylo à billes rendait le mouvement d'écriture beaucoup plus simple. Mais quand même, le changement n'était pas aussi radical que celui auquel on assiste aujourd'hui, puisque le passage de l'écriture manuscrite, donc avec un stylo, à l'écriture au clavier, il est bien plus radical, en ce sens que, bon, je ne vais pas vous détailler toutes les différences, vous les connaissez comme moi, mais on n'écrit pas de la même façon avec un clavier, on écrit avec les deux mains, etc., ce qui, au passage, rend les interactions cérébrales assez compliquées, puisque écrire avec les deux mains, ça veut dire mobiliser les deux hémisphères cérébraux, favoriser ou rendre plus important les échanges entre les deux parties cérébrales. Bref, tout ça n'est pas simple.
On a un environnement, ou du moins une interface très différente, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder sur le papier ce qu'on est en train d'écrire, on regarde sur un écran et on ne regarde plus ses mains, ou surtout quand on est un expert. Mais la grande différence pour nous, c'est qu'on ne produit plus du tout le même geste. Quand on écrit sur un clavier, on produit un mouvement de pointage, on peut appeler ça comme ça, qui consiste à rejoindre un emplacement particulier d'un espace particulier qui est l'espace du clavier où on va frapper pour produire la lettre tout de suite bien formée. Et quand vous tapez un A ou quand vous tapez un Z sur nos claviers AZERTY, par exemple, vous faites grosso modo le même mouvement, alors que les lettres produites n'ont pas de similitude. En revanche, quand vous écrivez à la main, le mouvement pour écrire un A ou le mouvement pour écrire un Z sont très différents. Et ils doivent être appris de manière très, très importante. Ce qui veut dire que si, comme nous le pensons et comme nous le savons aujourd'hui, quand on apprend à écrire, on se construit une représentation motrice, une mémoire motrice de la lettre, quand on apprend à écrire à la main, l'apprentissage de l'écriture au clavier n'a pas du tout le même statut de ce point de vue-là, parce que le mouvement de frappe pour aller frapper des lettres, il est beaucoup moins relié à la forme visuelle de la lettre que dans le cas de l'écriture manuscrite. Et donc, c'est ça, les différences qui nous intéressent, c'est quelle importance ça peut avoir, ces différences d'ordre graphomoteur. Parce que finalement, vous allez me dire qu'on écrive à la main ou qu'on écrive au clavier, on écrit la même chose, on écrit la même langue. Et donc, a priori, il ne devrait pas y avoir de différence importante. Donc, les questions, est-ce qu'on écrirait la même chose à la main et au clavier? Est-ce qu'on aurait on gérerait l'orthographe de façon identique si on ne savait pas écrire à la main? Et enfin, est-ce qu'on lirait de la même façon si on ne savait plus écrire à la main? Alors cette question, il y a bien longtemps qu'elle a été posée par nos collègues japonais qui utilisent plusieurs systèmes graphiques, dont un qui est assez compliqué, qui s'appelle les kanji, qui est hérité de l'écriture chinoise, et qui est grosso modo, pour schématiser, basé sur le principe des idéogrammes. Or, évidemment, qui dit idéogramme, il dit un caractère pour chacun des concepts, pour chacun des mots de la langue, ce qui est forcément beaucoup plus compliqué que d'apprendre un système alphabétique avec 28 lettres. Et l'apprentissage de l'écriture et de la lecture chez les Japonais, en kanji, il est beaucoup plus long que notre apprentissage de l'écriture et de la lecture en France. Et heureusement que vous n'avez pas d'alphabétisation à faire en japonais, sinon vous seriez encore plus embarrassé que... Et donc, une des façons de l'apprendre, et j'allais dire la façon la plus importante d'apprendre ça, c'est de surapprendre les mouvements d'écriture. Et donc... dans les écoles du Japon, les enfants apprennent dès l'arrivée en classe, en traçant en l'air, en traçant sur la table avec le doigt, les mots qu'ils ont vus la veille ou l'avant-veille. Donc le maître ou la maîtresse dit chaise, et les enfants écrivent le mot chaise. Donc il y a un surinvestissement du corps et des mouvements pour l'apprentissage de la langue écrite au Japon. Le résultat de ça, c'est que chez eux, cette motricité de l'écriture, elle fait partie intégrante de la représentation interne des caractères. Et il y a d'ailleurs, ça porte un nom, cette pratique, il s'appelle kusho, je ne vous garantis pas l'accent, mais ça a été décrit dans la littérature. Et il y a eu certaines expériences très intéressantes qui ont montré que chez des Japonais qui deviennent alexiques, c'est-à-dire qui sont incapables de lire, à qui on présente des caractères et qui sont incapables de les identifier, si on leur demande de faire le mouvement d'écriture, petit à petit, ils récupèrent une certaine capacité à identifier les lettres qu'on leur présente. Donc la motricité devient une assistance pour récupérer la lecture. Et ça aussi, c'est décrit dans la littérature par nos collègues japonais. Et ce qu'ils ont aussi constaté dès 1999, c'est que si on demande à des lecteurs japonais de regarder ces caractères pendant qu'on ausculte leur cerveau en IRM fonctionnel, on s'aperçoit que, comme ce que je vous ai fait voir pour les objets tout à l'heure, il y a une réactivation des zones motrices du cerveau alors que les Japonais ne sont qu'en situation de lecture complètement immobile. Alors nous, on a des caractères qui sont plus simples, les caractères romains, qui sont quand même bien moins nombreux et complexes que les idéogrammes. Toutefois, il faut aussi les apprendre.
On doit passer par cet apprentissage moteur, graphomoteur, quand on est à l'école. Et donc on apprend ces programmes moteurs d'écriture pendant la petite enfance. Alors la question c'est, finalement, est-ce que ces processus moteurs d'écriture seraient mis en jeu pour la perception visuelle des lettres? Alors voilà un peu l'environnement IRM fonctionnel, hein, la machine dont on dispose à Marseille encore pour quelques temps. Elle est un peu ancienne et on va en changer. Donc vous voyez, c'est une espèce de tunnel étroit dans lequel on rentre l'individu entier, le corps entier. Bon, je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas des conditions optimales pour faire un certain nombre de choses, en particulier pour écrire ou pour... Bon, lire, ça passe encore, mais il faut lire à travers un miroir, etc. Bon. Et on a fait une expérience que je vous décris rapidement. On a présenté des lettres alphabétiques, des lettres majuscules, de façon séquentielle, un A, puis un Q, puis un M, etc., pendant 1 seconde et demie, à des sujets qui étaient tous droitiers, dans un premier temps, et on leur demandait simplement de regarder ces lettres, de les lire, entre guillemets, parce que c'était la lecture très appauvrie, il y a un seul caractère. Et au milieu de ces lettres, de temps en temps, il y avait ce qu'on appelle des pseudo-lettres, c'est-à-dire des caractères qui pourraient être des lettres, mais qui n'en sont pas, mais qui ont le même niveau, on va dire, de complexité moyenne. Puis, dans un deuxième temps, on leur a demandé cette fois-ci d'écrire les mêmes caractères. Et la question qui nous intéressait, c'était de dire, quand ils regardent les lettres, est-ce qu'on va voir s'activer des zones motrices, comme c'est le cas pour le japonais? Et est-ce que ces zones motrices s'activent pour les lettres et pour les pseudo-lettres? Normalement, elles ne devraient pas s'activer pour les pseudo-lettres, puisqu'on ne sait pas les écrire. Et ensuite, troisième question, s'il y a une activation de zones motrices, on devrait les retrouver également quand on écrit réellement les lettres. Et la réponse, c'est oui, en effet. Chez les droitiers, il y a une partie de l'aire prémotrice gauche, donc des aires qui sont des aires sensorimotrices gauche, qui sont figurées par un point jaune, qu'on ne voit pas très bien sur ma diapositive, sur la partie gauche du cerveau, qui est activée quand les sujets regardent simplement des lettres sans bouger. Et cette partie prémotrice, donc cette petite zone à gauche, hein, elle n'est pas activée quand les sujets regardent des pseudo-lettres. Donc ça répond de façon positive à la question qu'on se posait, c'est bien une zone qui est dédiée, qui est plutôt spécifique de l'écriture. Et puis en plus, ça tombe dans la zone motrice, normalement, qui est impliquée quand on bouge la main, donc tout ça est conforme aux attentes. Et puis on a fait la même expérience avec des sujets gauchers pour enfoncer le clou, parce qu'on s'est dit, si on a raison, si on prend des gauchers stricts, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas du tout écrire avec la main droite, on devrait obtenir quelque chose de symétrique dans l'hémisphère droit. Et effectivement, c'est l'activation qui est marquée en rouge, vous voyez, qui est complètement symétrique, mais qui a été obtenue avec un groupe de sujets gauchers. Bref, regarder des caractères alphabétiques réactive des zones motrices en rapport avec l'écriture. Alors pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que la représentation cérébrale de l'écrit, des lettres, mais probablement aussi des mots, elle n'est pas localisée dans une seule zone du cerveau. C'est un réseau, comme pratiquement tout dans notre cerveau. Toutes les représentations, ou presque, s'organisent en réseau. Il y a des interactions entre beaucoup de zones différentes. Et donc il y a une zone visuelle, évidemment, la partie en bas à gauche du cerveau. Donc ça, c'est une représentation cérébrale un peu schématique, qui est en plus déformée sur cette image, qui est très allongée. Donc là, à droite, c'est l'avant du cerveau, à gauche, c'est l'arrière. Les zones visuelles sont dans la partie occipitale, à l'arrière de la tête. Et là, ces zones-là, elles sont indispensables pour la lecture, puisque la lecture, c'est quand même au départ sur entrée visuelle. Mais il y a aussi une représentation phonologique, plutôt dans les zones dédiées à l'audition, hein, parce que lire, c'est aussi mettre en jeu du son, même si on lit à voix basse. Et il y a également, et c'est là-dessus qu'on travaille, une représentation sensorimotrice, parce que lire, c'est aussi, d'un certain point de vue, réactiver une forme de lecture. Et quand on est à l'école, on apprend très rapidement, dès la maternelle, en France, mais je pense que ça doit être à peu près équivalent en Belgique, à faire ces associations. C'est-à-dire qu'on nous fait voir une lettre, par exemple la lettre A, et le maître ou la maîtresse dit « c'est la lettre A ». Donc on apprend très, très vite et on répète cette association entre la forme visuelle de la lettre et le son qui lui est associé.
Mais très très vite aussi, on apprend à écrire. Et donc on se crée cette représentation sensorimotrice de l'écrit. Et donc on crée ce réseau multidimensionnel. Bon, mais vous allez me dire, il y a une représentation multisensorielle de l'écrit dans le cerveau, mais finalement, est-ce que ça sert à quelque chose? C'est là parce que notre cerveau est une machine très bien faite pour faire ce genre d'association, mais est-ce que ça a une efficacité, une utilité dans la reconnaissance des lettres? Et donc, pour revenir à la question, si on changeait le mode d'apprentissage de l'écriture, est-ce que ça changerait quelque chose dans les capacités de reconnaissance? Alors, on a changé radicalement d'optique, si j'ose dire. On est allé dans des écoles maternelles et on a pris des enfants prescripteurs et prélecteurs aussi, très tôt en maternelle, puisqu'en France, on apprend très très tôt à écrire maintenant. Et on a pris deux groupes d'enfants. Un groupe d'enfants à qui on a appris à écrire une quinzaine de lettres à la main, comme on le fait traditionnellement dans les écoles depuis de nombreuses décennies maintenant. Et à un autre groupe d'enfants, on a appris les mêmes lettres en les tapant directement au clavier. Donc on a pris donc des enfants qui n'avaient pas commencé l'apprentissage formel de l'écriture. Donc je ne vais pas entrer trop à fond dans le détail expérimental, ce serait un peu long, mais donc les enfants étaient jeunes. Hein. Il y avait 76 enfants, donc le plus jeune avait 2 ans et 9 mois, et le plus âgé 4 ans et 9 mois. Donc des enfants de petite, moyenne section d'école maternelle, la première et la deuxième année de maternelle. Et on leur a fait écrire quelques mots comme ça, mais ce qu'on voulait, donc ils devaient écrire les lettres sur le papier ou les taper au clavier. Et ensuite, après cet apprentissage qui a duré 3 semaines, si j'ai bonne mémoire, mais à raison d'une séance par semaine, c'est des enfants de maternelle, donc ce n'était pas un apprentissage très intensif, on leur a demandé de nous montrer sur un écran les bonnes lettres, celles qu'ils connaissaient, celles qu'ils avaient apprises. Et on mettait cette lettre au milieu de distracteurs, qui étaient des lettres déformées. Et bon, par exemple, là, il fallait qu'ils montrent le bon P. Vous voyez qu'il y avait l'image en miroir du P, parce que les enfants font souvent des confusions entre les lettres et l'image en miroir. Voilà ce que ça pouvait donner avec le Z, avec le E. Et on notait les réponses, évidemment, que les enfants donnaient. On a fait ce premier test avant l'apprentissage, parce qu'il y a des enfants qui connaissent les lettres même avant d'aller à l'école. On a fait un second test immédiatement à la fin de l'apprentissage. L'apprentissage durait 3 semaines, donc à la fin de la 3e semaine. Et puis, on a laissé passer 1 semaine et on a refait un test à plus long terme 1 semaine après. Et donc, ce qu'on a observé, pour être rapide, si on prend les réponses correctes que les enfants ont données, c'est que les enfants qui ont appris à écrire les lettres à la main, on les ont identifiés de façon plus fiable que ceux qui les ont apprises au clavier. Et c'était vrai immédiatement après l'apprentissage et après 1 semaine de délai. Donc, la conclusion, c'est que oui, la motricité manuelle que l'on met en jeu au cours de l'apprentissage conjoint de la lecture et de l'écriture influence la mémorisation et donc la reconnaissance des lettres. L'écriture manuscrite, ça permet de mieux mémoriser les lettres que l'écriture au clavier. À ce moment-là, on s'est dit, il faudrait, pour fusionner les deux approches, prendre des enfants d'école maternelle, les laisser apprendre l'écriture et la lecture pendant quelques mois, faire avec eux des tests d'imagerie cérébrale, c'est-à-dire les mettre dans une machine d'IRM avant l'apprentissage, et puis de manière régulière, 2 mois, 4 mois, 6 mois. Donc ça, c'est un travail qu'on n'a pas perdu l'ambition de conduire, mais comme vous le voyez, c'est assez compliqué quand même. Et donc, j'ai des collègues aux États-Unis qui ont commencé à faire ce genre de choses, et ça va être très riche d'enseignement, je pense. Nous, on a un peu biaisé. Là, on a fait apprendre on a pris des sujets adultes, des étudiants du laboratoire, à qui on a fait apprendre des caractères un peu nouveaux pour eux, donc qu'on est allé chercher dans des alphabets lointains, et 2 polices de caractères. Une police a été apprise à la main, l'autre apprise au clavier. Donc pareil, 3 semaines d'apprentissage, on a fait en sorte que les temps de présentation soient bien les mêmes, etc. Et les résultats, pour aller vite, sont les suivants. On avait donc 24 sujets adultes. Quand on ordonnait donc verticalement les réponses correctes en pourcentage qui sont données, et à l'horizontale, le temps après l'apprentissage en semaines. Donc vous voyez qu'immédiatement après l'apprentissage, il y a peu de différence. Alors en bleu, ce sont les lettres apprises au clavier, et en rouge, les lettres apprises à la main. Immédiatement après l'apprentissage, au temps 0, il y a peu de différence.
la différence n'est pas significative. Après une semaine, l'écart se creuse un peu, après 3 semaines davantage, et après 5 semaines encore plus. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on avait demandé au sujet de ne plus s'occuper de ses lettres après la période d'apprentissage. Donc il y a de l'oubli. Les sujets, ce sont des étudiants, ils avaient d'autres chats à fouetter que notre expérience, donc il y a un oubli. Et comme vous pouvez le constater, l'oubli est bien plus marqué quand les lettres sont apprises au clavier que quand elles sont apprises à la main. On a pu faire quand même avec nos jeunes adultes ce qu'on n'avait pas fait avec les enfants, c'est qu'après une semaine, donc au temps T1, on les a mis dans une machine IRM fonctionnelle et on leur a demandé de regarder les lettres qu'on leur avait fait apprendre. Merci. On leur a demandé de regarder les lettres qu'on leur avait fait apprendre et on a observé leurs activations cérébrales. Et on a obtenu ce qu'on pensait obtenir, c'est-à-dire que quand ils regardent les lettres qu'ils savent écrire à la main, on a des activations que j'ai marquées en rouge sur cette représentation du cerveau, dans l'aire 6, donc, qui est une aire prémotrice, et également dans une autre aire, l'aire 44, qui sont toutes les deux des aires, on va dire, motrices ou sensorimotrices, et qu'on n'obtient pas quand ils regardent des lettres qu'ils savent taper au clavier. Et également, quand ils regardent des lettres qu'ils savent taper au clavier, on avait supposé qu'il ne se passerait rien de particulier. En fait, il y a une aire qui est activée dans l'hémisphère. Là, c'est donc dans l'hémisphère gauche, toujours, hein, tous nos sujets étaient droitiers. Pour les lettres tapées au clavier, il y a une aire activée dans l'hémisphère droit sur laquelle on n'a encore pas vraiment d'explication. Il y a très, très peu d'études dédiées aux réorganisations cérébrales induites par l'apprentissage de l'écriture au clavier, parce qu'on n'a pas vraiment de sujets jusqu'à aujourd'hui qui savent taper au clavier sans savoir écrire. Donc ces travaux sont conduits aussi par des collègues aux États-Unis. Karine James a fait une belle étude sur les enfants, les changements cérébraux induits par l'apprentissage de l'écriture chez les enfants, avec de l'IRM fonctionnel. Et donc, voilà, les lettres apprises à la main sont mieux reconnues que celles apprises au clavier. Et les activités neuronales ne sont pas les mêmes pendant la reconnaissance visuelle des lettres. C'est-à-dire, quand on regarde des lettres, on n'active pas les mêmes zones cérébrales si on sait écrire les lettres à la main ou si on sait seulement les activer au clavier. Mais bon, les lettres, c'est pas vraiment de la lecture. Est-ce que ça serait vrai aussi pour la lecture? La lecture, on doit lire autre chose que des lettres, on lit des mots ou davantage. Et ça, c'est un petit peu plus difficile de répondre à cette question, parce que pour répondre à cette question, il faudrait avoir des enfants qui deviennent de jeunes adultes qui savent écrire au clavier sans savoir écrire à la main. Et, j'allais dire malheureusement, le mot est peut-être pas approprié, nous ne disposons pas aujourd'hui d'une population de ce type. Jusqu'à aujourd'hui, parce que avec les changements qui sont en train de se produire aux États-Unis, il est très possible que d'ici quelques années, les collègues américains aient à leur disposition une population comme celle-là. Parce que reconnaître un mot, c'est traiter une séquence de lettres qu'il compose, et cette séquence de lettres, c'est l'orthographe, ce qu'on appelle. Au plan moteur, ce n'est pas simplement une séquence de lettres, c'est aussi une séquence de mouvements, puisque quand on écrit, on fait des mouvements pour former les lettres, et des mouvements qui permettent aux lettres d'être reliées les unes aux autres. Pardon. Et donc, apprendre une séquence de mouvements, ça met en jeu la mémoire motrice. Alors, est-ce que cette reconnaissance des mots, elle dépend de la façon de les écrire? On a biaisé un peu en se disant, si c'est vrai, on devrait avoir quelque chose d'un peu particulier chez des sujets un peu particuliers qui savent écrire à la main, mais qui n'écrivent plus à la main. Ce sont les dactylographes professionnels. Donc, cette population qu'on trouve de moins en moins aujourd'hui, mais qu'on trouvait encore il y a quelques années, qui sont en général des femmes, qui ont appris très tôt la dactylographie avec un apprentissage très contraint, très formel. Et on s'est dit, si ces personnes-là ont une représentation cérébrale des mots particulière parce qu'elles écrivent de façon particulière, on devrait s'en apercevoir avec des expériences. Donc on a des expériences qui sont en cours, là dont je vous parle, mais qui sont encore en cours de réalisation, où
on a fait ce qu'on appelle une tâche de décision lexicale. Alors la tâche de décision lexicale, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un peu la tâche de base, la brique élémentaire sur laquelle les psycholinguistes construisent leurs études. Ça consiste à faire voir un mot ou quelque chose qui n'est pas un mot, un pseudo-mot, et les sujets doivent décider le plus rapidement possible si oui, c'est un mot, ou non, ça n'est pas un mot. C'est ce qu'on appelle la décision lexicale. Et on a pris donc, voilà, hop. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur l'écran, sinon je peux repasser. On présente rapidement un mot, finement, par exemple, et écrit convenablement. Je recommence. Et puis, à un autre moment, on présentera finement, avec un petit changement orthographique, mais parfois ça peut être plus important, le changement orthographique. Et donc, dans le premier cas, le sujet doit répondre oui, c'est un mot. Dans le second, il doit répondre non, ça n'est pas un mot. C'est un pseudo-mot, enfin, ça n'est pas correct. Et pour faire ça, eh bien, là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a l'hypothèse fondamentale d'un lexique mental. Nous avons tous en nous un lexique mental dans lequel, une mémoire, si vous voulez, dans laquelle les mots sont stockés. Et donc, quand on regarde un mot, quand on lit, eh bien, la vision de cette chaîne de caractères évoque le mot, et puis elle évoque ensuite sa représentation sémantique, son sens, mais c'est pareil quand on l'entend, donc on a une mémoire, une représentation phonologique cette fois-ci, plus visuelle, pas orthographique, mais ces deux mémoires sont intriquement associées, donc c'est assez compliqué, mais je ne vais pas insister là-dessus. Alors pourquoi certains mots pourraient-ils être identifiés plus rapidement par les dactylographes que d'autres? C'est ça la question, et c'est ça qu'on a constaté en fait. Prenez ces deux mots, le mot finement et le mot limonade. Le mot finement, c'est un mot qui, pour être tapé par un dactylographe ou une dactylographe professionnelle, doit être tapé avec la main droite et la main gauche de façon très alternée. J'ai mis en rouge les lettres qui sont tapées par la main gauche et en droite, oui c'est ça, et en vert les lettres tapées par la main droite. Ou à moins que ce soit l'inverse, je ne sais pas. Bref. Quand vous tapez finement, vous êtes obligé d'alterner les deux mains, parce que vous savez que les dactylographes professionnels, il y a une espèce de frontière virtuelle sur le clavier. Il ne s'agit pas d'aller taper à gauche de cette frontière avec la main droite, et inversement. Bon, il y a une zone au milieu qui est un peu floue, mais bon. Et par contre, le mot limonade, lui, c'est un mot qui est frappé avec des blocs, c'est-à-dire que les premières lettres sont frappées avec la main droite et les dernières avec la main gauche. Or, il se trouve que c'est plus facile d'alterner les frappes entre les deux mains que de frapper toujours avec la même main. C'est plus facile au plan moteur parce que quand vous frappez avec le même doigt, de la même main, par exemple, vous commandez le mouvement, puis ensuite vous devez commander le mouvement de levée. Donc, il y a des processus d'inhibition, etc. Et quand on regarde les intervalles interfrappes et la vitesse à laquelle frappent les dactylographes, on sait très bien que ça va plus vite pour eux de taper finement que de taper limonade. Et d'ailleurs, vous le savez aussi si vous êtes utilisateur de clavier, parce que quand on alterne les frappes avec les deux mains, on fait même des erreurs de substitution de lettres, parce qu'on a été un petit peu trop rapide avec la main droite, et c'est la lettre frappée avec la main droite qui est passée avant celle de la main gauche. Bref, ce type d'erreur qu'on ne fait jamais dans l'écriture manuscrite, on le fait au clavier. Eh bien, si on ne se trompe pas, c'est-à-dire que si on présente à nos dactylographes des mots qui sont faciles à frapper, et des mots qui sont difficiles à frapper, on devrait avoir une réponse en décision lexicale, donc une réponse perceptive différente. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de faire, et les résultats vont dans le sens des hypothèses, c'est-à-dire que mais il faut encore qu'on confirme ça, ça va plus vite si je suis dactylographe pour décider que limonade est un mot, pardon, que finement est un mot, que pour décider que limonade est un mot. Donc, la conclusion, c'est qu'il y a dans la représentation cérébrale des mots, dans le lexique mental ou des dactylographes experts, quelque chose qui est dépendant de la motricité utilisée pour écrire. Excusez-moi, je vais boire un petit peu.
Bref, est-ce que... on suppose que c'est vrai pour l'écriture manuscrite aussi. C'est que, vous savez, on a tous cette espèce de sentiment quand on cherche l'orthographe d'un mot, on éprouve le besoin de l'écrire, donc de réactiver en quelque sorte l'action motrice. Alors, ça n'est pas, à ma connaissance, ça n'a jamais été démontré de manière formelle, ça, mais c'est très probable que la représentation orthographique d'un mot chez les gens comme nous qui sommes des écrivains, des scripteurs à la main, elle est structurée par l'écriture. Donc si on change l'apprentissage de l'écriture, eh bien, ça devrait avoir un impact sur le traitement orthographique. Et ça c'est important pour le coup, parce que pour revenir à la question initiale, si demain on apprend aux enfants directement à écrire au clavier, et non plus à la main, il n'est pas sûr que leur représentation orthographique soit exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Bon, le contraire n'est pas sûr non plus. Donc c'est une question qui est complètement ouverte. Donc il y a juste, à ma connaissance, une étude qui est en cours de publication, donc je devrais à peine vous dévoiler normalement, mais qui a testé ça avec des enfants allemands. Ils ont fait un apprentissage qu'ils appellent une étude longitudinale, c'est-à-dire ces études qui durent dans le temps. En fait, celle-là, elle a duré un mois, à raison de 4 séances, 4 jours par semaine, donc 4 séances de 25 minutes, où ils ont fait apprendre les lettres soit à la main, soit au clavier. Et ensuite, ils leur ont demandé d'identifier des petits mots, des mots très simples, et de les lire. Et ils ont des résultats qui vont dans ce sens-là, qui montrent que les enfants qui ont écrit à la main sont meilleurs pour lire les mots que ceux qui les ont tapés au clavier. Donc c'est un premier résultat qui est en cours de publication qui va dans ce sens-là, mais c'est quand même limité dans le temps, donc il n'y a pas beaucoup de mots qui sont utilisés, il y a malheureusement peu d'enfants aussi. Bref, ça doit être reproduit et amplifié. Donc voilà, je pense que notre façon d'écrire, c'est le message que je voudrais faire passer. Elle façonne notre représentation de l'écrit. Et bon, à 2 niveaux au moins. Hein. Identification des lettres, ça on en est à peu près sûr. Identification des mots, ça reste à vérifier. Et donc par manque de recul, il est impossible de l'affirmer aujourd'hui. Je ne me rends pas compte, il me reste combien de temps? 5 minutes. Ouf. Alors je vais aller très vite, je passe là-dessus. J'en arrive à la lecture, je vais essayer de la passer en 5 minutes. Accordez-moi 10 minutes et... Merci. Donc la lecture change, et comme l'écriture, elle change. Et il y a beaucoup de changements, énormément, mais donc on lit de moins en moins sur livre papier et de plus en plus sur livre numérique. C'est surtout vrai chez les jeunes lecteurs, mais même les plus anciens se laissent gagner un peu par ce type de lecture, parce que malgré tout, ça présente un certain nombre d'avantages. La question est, est-ce qu'on lit de la même façon sur ces 2 types de supports? Alors déjà, il faut que je vous dise de quelle lecture on va s'intéresser, parce que la grande majorité des travaux sur la lecture portent sur des lectures de mots isolés. Au plan expérimental, c'est beaucoup plus simple de traiter la lecture et la reconnaissance de mots que de s'intéresser, j'allais dire, à la vraie lecture, c'est-à-dire celle qu'on pratique quand on est chez soi, qu'on s'installe dans son fauteuil, et qui consiste à lire une histoire longue, un roman, et voire une série de romans. Et il y a d'autres aspects dans la lecture, il y a des aspects de base de la lecture. Ce qu'on doit apprendre à l'école, c'est le décodage ou le déchiffrage, le fait que quand on voit B, ça fait be, et quand on voit BA, ça fait ba, etc. etc. Donc ça, c'est l'entrée dans la lecture, et c'est fondamental en termes d'apprentissage. Mais la lecture dont je vais vous parler, c'est pas celle-là. Et une chose qui est intéressante aussi dans la lecture, au-delà du déchiffrage, c'est la compréhension. Et la compréhension, ça veut dire qu'on passe à de la lecture longue, de la lecture de texte. Or, il y a très peu de travaux sur la lecture de texte. Ça commence à se développer, mais on est passé des mots, avec la foultitude de travaux sur les mots isolés, à des paragraphes et des travaux qui portent sur la lecture de textes longs, ce que les anglo-saxons commencent à appeler sous le terme de deep reading, la lecture profonde. On en a de plus en plus, mais encore pas beaucoup. Or, la lecture, c'est multisensoriel. C'est une activité perceptive cognitive qui met en jeu la vision, évidemment, également l'audition, parce que la lecture, ça évoque du son. Même quand on lit à voix basse,
on fait une espèce de lecture à voix basse. On parle en lisant, si vous voulez, pour dire les choses rapidement. Mais on lit aussi avec ses mains. Et ça n'est vrai que si on lit autre chose que des mots isolés. Comme je vous le disais, à partir du moment où on lit des livres, on agit avec un support particulier qui est le livre. Et donc, c'est une activité perceptivo-motrice qui met en jeu les mains et plus largement, on pourrait dire, le corps. On manipule les livres, on l'ouvre, on le ferme, on tourne les pages, on feuillette, etc. Donc, on a des retours visuels, sensorimoteurs, tactiles, pourquoi pas sonores, voire odorants. Et est-ce qu'on utilise, c'est là la question qu'on se pose, est-ce qu'on utilise ces indices non visuels, ces indices moteurs dans la lecture? Et si c'est le cas, on rentrerait dans une notion qui est en train de voir le jour, qui est la notion de lecture incarnée, qui est assez large, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais qui, selon laquelle, quand on lit, on réactive d'une façon ou d'une autre, ou on active des processus sensorimoteurs. Donc, la question sur laquelle on a travaillé, c'est entre le livre imprimé et le livre électronique, il y a des grandes différences. On ne manipule pas un livre imprimé comme on manipule un livre électronique. On ne feuillette pas de la même façon un e-book et un livre papier. Et puis, il y a autre chose aussi qui est très important. Il y a ce qu'on peut appeler l'intangibilité ou l'immatérialité du livre électronique. Le fait que quand vous êtes avec un livre électronique, il y a une page qui existe, celle que vous avez devant les yeux. Les autres, soit elles n'existent plus parce qu'elles sont retournées dans l'univers numérique d'où elles sont issues, soit elles n'existent pas encore parce qu'elles sont dans cet univers immatériel. Ça n'est pas le cas quand on lit un livre papier. Les 80 pages que vous avez lues avant, elles sont encore là. Elles sont palpables, vous les avez en main, vous les sentez, et les 120 pages qui restent, pareil. Donc l'hypothèse qu'on a faite, c'est que ces indices sensorimoteurs pourraient servir à se repérer dans le livre et qu'on devrait être un peu égaré dans l'espace du livre électronique. Et qu'on s'est demandé aussi si le sentiment d'immersion et d'engagement émotionnel est le même quand on lit un livre numérique. Bref, est-ce qu'on comprend une histoire de la même façon quand on la lit sur un support numérique ou sur un support papier ? Ça pose la question de savoir ce que c'est que comprendre une histoire. Alors, je n'aurai pas beaucoup de temps pour rentrer dans cette question-là, qui est très complète, mais très... Évidemment qu'il faut commencer par identifier ou décoder les lettres, mais quand on lit une histoire, après, il y a beaucoup d'autres choses. Il faut repérer les personnages, les lieux de l'histoire. Il faut se déplacer dans le texte, dans l'histoire, et le déplacement dans l'espace du texte correspond, mais pas de façon linéaire, au déplacement dans le temps de l'histoire. Et ça, je vais insister un peu là-dessus, vous allez comprendre pourquoi. Et puis, on fait des inférences, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dites dans l'histoire, et puis il y a des choses qui ne sont pas dites dans l'histoire, qui sont implicites, mais qu'il faut comprendre, sinon on ne comprend pas l'histoire. Donc, on a fait comme ça tout un tas de tests sur ces choses-là, et on a fait une première expérience avec des adultes normolecteurs, à qui on a fait lire une histoire qui a été écrite par une écrivaine américaine, Elizabeth George, et donc une histoire qui fait 28 pages, une histoire policière avec une intrigue qu'on a pris volontairement assez linéaire, avec pas trop de retour en arrière. Bref, une histoire assez simple, de la littérature, on va dire, de gare, de roman policier. Et on a fait lire cette histoire à 50 sujets adultes, grosso modo bac plus 3, sur 2 types de livres, donc un livre papier qu'on a imprimé pour l'occasion, et un Kindle d'Amazon, donc c'était il y a quelques années, donc c'est le grand format du Kindle qui n'existe plus aujourd'hui, mais on a fait en sorte que la mise en page soit exactement la même pour qu'il n'y ait pas de problème de différence visuelle entre les 2 textes. C'est très important. Au passage, on a supprimé sur le Kindle aussi et sur le livre d'ailleurs, les informations qui permettent de se repérer dans le livre, c'est-à-dire les numéros des pages, etc. Donc c'était volontaire. Et vous voyez que là sur le Kindle, pour tourner la page, c'était encore les anciens modèles de Kindle, il faut appuyer sur le bouton. Aujourd'hui, on frotte sur l'écran tactile. Et on a fait lire ça à nos sujets. On s'est mis en conditions qui ne sont plus les conditions de laboratoire habituelles où les sujets sont assez contraints. Là, on leur a donné un fauteuil avec des accoudoirs et on leur a dit « Imaginez que vous êtes à la maison, vous avez une histoire à lire ». Ils ne savaient rien sur cette histoire, ils ne savaient pas quel nombre de pages, la durée, etc. On leur a enlevé
leur montre et évidemment leur téléphone portable pour qu'ils ne soient pas tentés de regarder l'heure ou même d'envoyer un SMS à leurs amis. Et donc, 25 ont lu l'histoire sur Kindle et 25 sur livre imprimé. Et ensuite, on a posé tout un tas de questions. Alors les questions, je vais passer vite. Des questions sur les personnages, etc. Des questions sur la connaissance des mots et des phrases qui étaient présents dans l'histoire. Et puis des questions sur l'histoire, sur les relations entre les personnages, sur les lieux de l'histoire. Bon. Et puis parmi ces questions, certaines portaient sur la temporalité de l'histoire, les liens temporels entre les événements. Combien de temps s'est-il écoulé entre l'apparition de Jenny et l'apparition de Yann, qui étaient deux des personnages de l'histoire? Et puis, on leur a aussi posé des questions très spécifiques sur la localisation dans le texte. C'est-à-dire, on leur présentait des événements et on leur disait « Dites-nous si, selon vous, cet événement, il s'est produit dans la première partie, la deuxième partie ou la troisième partie du texte », pour savoir s'ils arrivaient à repositionner les événements dans le texte. Et puis, un test très particulier, qui était un test de reconstruction de la chronologie de l'histoire. Là, on leur a donné 14 événements qu'on a brouillés complètement sur une table, et on leur a dit, remettez-le dans l'ordre chronologique de l'histoire, et non pas du texte, de l'histoire. Bon, je vais vous donner les résultats très vite. La grande majorité des questionnaires n'ont pas donné de différence entre les deux types de livres. C'est-à-dire que les lecteurs sur papier ou sur Kindle, ils se souvenaient des personnages de la même façon, des liens entre les personnages, etc., etc. Le temps de lecture était le même. Ils ont mis 50 minutes pour lire sur le papier et les autres, ceux qui ont lu sur Kindle, 57 minutes. Donc vous voyez déjà que c'est une expérience qui durait un petit peu. Et ils avaient la même mémoire des mots, etc. En revanche, ce qui différait entre les deux livres, c'était toutes ces questions sur la temporalité, sur les liens temporels entre les événements. C'est-à-dire combien de temps s'est écoulé entre ceci et entre cela. Même chose pour les questions où dans le texte. Les lecteurs sur livre papier étaient capables de mieux repérer dans l'espace du texte, dans l'espace du livre, où étaient situés les événements. Et très intéressant aussi, les questions quand dans l'histoire, c'est-à-dire la reconstruction chronologique, a été meilleure quand les sujets ont lu sur livre papier. Conclusion, on ne peut pas dire que les lecteurs qui ont lu sur le papier ont mieux compris l'histoire que les autres, parce que je pense que même ceux qui ont lu sur Kindle ont compris l'histoire. Mais ils n'ont peut-être pas exactement compris la même chose, parce que quand vous lisez en particulier une histoire policière, c'est pas tout de se souvenir des personnages, mais les liens temporels entre les événements sont fondamentaux. Évidemment qu'il faut savoir si tel événement s'est produit avant tel autre, etc. Et il semblerait que le livre imprimé permette de se repérer et de se construire une représentation chronologique plus fiable de l'histoire. Et selon nous, c'est dû au mouvement de manipulation et à tous les indices tactilo-kinesthésiques qui en découlent, parce que, je vais vous donner un exemple qui est un peu trivial, mais vous lisez un roman policier, vous êtes à la page 73, on arrête l'assassin. Il vous reste une centaine de pages ou 150 pages sur la partie droite du livre. Personne, vous n'êtes pas dupe. Dans l'instant même, vous savez que ce n'est pas le bon assassin, puisque sinon on ne voit pas bien à comment servir les pages qui restent. Vous lisez la même chose, vous êtes face au même événement sur un Kindle ou sur un livre électronique. On arrête l'assassin. Bon, évidemment que votre premier réflexe, peut-être, ça va être de voir le numéro de la page. Alors si vous voyez qu'on est page 73, il faut que vous alliez voir, en tapant sur le bouton, combien il y a de pages dans le livre. Donc vous voyez que le traitement instantané d'une information qui est dans le texte n'est pas le même en fonction du support de lecture. Et donc il est très possible que le repérage dans l'espace de l'histoire, du livre, et donc dans le temps de l'histoire, ne soit pas le même avec les deux supports de lecture. Et là, je vais être très rapide, je vais passer, je suis désolé. On a fait une expérience identique avec des adultes dyslexiques. Donc, les dyslexiques, vous savez, ce sont ces personnes qui ont des difficultés majeures à apprendre à lire et à écrire. La grande majorité d'entre eux, l'énorme majorité d'entre eux, ne fait pas d'études supérieures, mais il y en a quand même quelques-uns qui, à force d'acharnement et d'obstination, vont à l'université. Donc, ce sont avec des étudiants dyslexiques qu'on a travaillé, et on a fait la même tâche, on leur a fait lire deux histoires policières, soit sur Kindle, soit sur papier, et on a fait grosso modo la même expérience, et pour aller donc vite directement au résultat,
Évidemment, les temps de lecture sont différents. Les dyslexiques ont beaucoup de mal à lire et donc ils mettent beaucoup plus de temps que les normaux lecteurs. Là, donc, sur ce graphique, vous voyez à gauche, ce sont les dyslexiques. Mes images ne sont pas très bonnes, je suis désolé, mes diapos, en plus l'écran est éclairé. Et à droite, ce sont les normolecteurs. Donc le temps de lecture est plus long chez les dyslexiques, mais il est le même que qu'ils lisent sur papier ou sur livre numérique. Plus intéressant, donc, ce sont ces résultats sur les questions. Bon, mais regardez en particulier le graphique en bas à gauche. Quand vous voyez les questions ou dans le texte, c'est pareil, les sujets devaient localiser dans les 3/3 du texte où se passait un événement. Eh bien, vous voyez que... Alors, il y a deux résultats intéressants là. Le premier, c'est que pour les dyslexiques, donc les deux parties du graphique à gauche, ils sont moins bons pour localiser l'événement quand ils ont lu sur Kindle que quand ils ont lu sur livre papier. Et ça nous a surpris aussi, mais si vous prenez les barres bleu foncé, vous voyez que les performances des dyslexiques surpassent les performances des normolecteurs. Donc la barre bleue qui est à droite est plus basse que la barre bleue qui est à gauche. Ça a été une surprise pour nous. C'est vrai pour ce test-là, c'est vrai aussi pour le test de droite qui est quand dans l'histoire. Là, les choses sont inversées. Donc plus les valeurs sont basses, et mieux c'est. On est compliqué parfois dans notre métier. Donc, eh bien, les dyslexiques sont nettement moins bons pour dire quand c'est produit, pour replacer l'ordre chronologique des événements quand ils ont lu sur livre électronique. Mais quand ils lisent sur livre papier, ils sont meilleurs que les sujets normolecteurs. Et ça a été une surprise pour nous. Et donc, je passe vite et j'en viens à la conclusion, c'est que finalement, les dyslexiques, bien sûr qu'ils ont du mal à lire, ils ont du mal à déchiffrer, à identifier, donc le décodage, il est très... Mais une fois qu'ils ont franchi cette étape-là, ils ont une compréhension du texte qui est la même que celle que le normolecteur, et peut-être même, et c'est une hypothèse sur laquelle il va falloir qu'on travaille, qu'ils utilisent ces indices qui ne sont pas contenus dans le texte, ce qu'on appelle les indices paratextuels, qui sont extraits des manipulations, davantage que les lecteurs ordinaires, parce que eux, ils en ont besoin, les dyslexiques. Le lecteur ordinaire, de toute façon, quand on est un bon lecteur expert, on n'a pas besoin de prendre des informations à droite, à gauche. Quand on est un dyslexique, on se raccroche à toutes les branches que l'on trouve et utiliser ces informations sensorimotrices, ces repères, ces indices qu'on appelle paratextuels, ça peut être très important pour eux. Et donc, pour finir, et malheureusement, Bernard, l'expérience 3, la dernière, c'est celle qu'on a faite avec des adolescents dans le cadre de ce projet Erasmus+. On l'a conduite avec une cinquantaine d'adolescents, 40 plutôt lycéens, au lycée de Saint-Raphaël, donc dans le sud de la France, avec des jeunes gens de 14 ans, parce que la question qui nous venait à l'esprit, c'est de dire... Les adultes que nous sommes ont l'habitude de lire sur livre papier, donc ils sont... ancrés dans ce monde du papier, mais pour des jeunes gens, ce que les anglo-saxons appellent les digital natives, qui sont nés avec le numérique, qui sont nés avec ces outils, est-ce que ça, c'est la même chose? Effectivement, c'est une bonne question, parce qu'il est bien possible que l'usage intensif des outils numériques, et donc de la lecture numérique, permettent aux lecteurs de retrouver d'autres moyens. Eh bien, malheureusement, vous n'aurez pas la réponse aujourd'hui, puisque moi-même, je ne l'ai pas. Je n'ai pas fini de traiter, d'analyser les résultats. Mais pour ceux d'entre vous qui viendront à Saint-Raphaël au mois d'avril prochain, je vous promets de faire tout mon effort. Voilà. Donc, juste pour revenir aux questions et puis pour conclure, je ne voudrais pas apparaître comme un vieux technophobe et dire attention, les outils numériques, il ne faut pas utiliser ça. Donc je suis convaincu que les apprentissages de demain doivent passer par les outils numériques parce que malgré tout, on imagine bien ce que va devenir un livre, un manuel scolaire de géographie par exemple, dans lequel on peut insérer du son, des vidéos. Enfin, on imagine bien toutes les informations, la richesse que peut avoir un manuel scolaire comme celui-là. Mais malgré tout aussi, je pense qu'il ne faut pas mythifier le numérique. On a l'impression par moment que c'est les outils numériques qui vont sauver l'éducation, en tout cas en France, c'est un peu le sentiment qu'on a. Et je dis je, mais je pense que c'est nous, on est beaucoup de collègues à penser ça, on pense qu'il faut
tester les avantages, mais également les changements. Je ne parle pas d'inconvénients, je parle de changements qui vont être induits par les outils numériques. Et en ce qui concerne ce qui nous intéresse, un des changements majeurs, c'est le moindre investissement du corps avec les outils numériques. Et pour quelqu'un comme moi qui se place encore une fois dans ce contexte théorique de la cognition incarnée et qui croit fermement que le corps est un élément important de la construction des connaissances, réduire l'usage du corps, ça peut être un désavantage. Et voilà, donc je crois que ce n'est pas un débat simple. Il n'y a pas une vérité toute évidente, sinon le problème ne se poserait pas. Il y a des arguments à entendre dans les deux camps. Mais encore une fois, et ça c'est quelque chose pour lequel je milite, prenons le temps d'étudier les impacts positifs et négatifs qu'auront ces changements. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un espèce de fleuve tumultueux du tout numérique, et on est parti, et si on élève un peu, ou soulève une espèce de réticence, ou un petit commentaire en disant vous êtes sûr que, on a l'impression qu'on va être balayé ou emporté par ce fleuve. Donc, je pense qu'il faut expérimenter avant de changer radicalement les apprentissages, surtout que, et c'est le cas pour l'écriture, ces apprentissages ont un caractère irréversible. Imaginez ce que seront les apprentissages à l'école dans 2 générations, grosso modo 60 ans, si tout d'un coup on réalise que aujourd'hui, les enfants qui ne savent plus écrire à la main, ou les adultes qui ne savent plus écrire à la main, ne savent plus lire, ne lisent pas aussi bien que ceux qui savaient écrire à la main, qui va être en mesure d'inverser le processus et de faire réapprendre à tous les enfants d'une génération l'écriture si personne n'est capable de l'enseigner. Donc, voilà. Pour terminer, voilà donc les personnes qui ont beaucoup contribué à ce travail, donc en particulier Marie Clonquin, ma jeune collègue de l'Université d'Aix-Marseille, les collègues du Centre IRM de Marseille, une collègue de sciences de l'éducation qui est maintenant à la retraite, mais avec qui nous avons beaucoup travaillé, et puis mes collègues du laboratoire de psychologie cognitive à Marseille. Merci beaucoup.